Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à notre émission Actu en débat. Actu en débat qui se propose chaque semaine de vous faire un tour d'horizon des différents faits qui auront marqué la semaine. Pour cette émission, nous allons parler de deux sujets. Le premier est relatif à la fin du délai de grâce accordé par la CEDEAO aux États de l'AES. C'était une période de 6 mois. Et c'est arrivé le 29 juillet dernier. Et nous allons aussi parler en deuxième temps du baccalauréat qui a enregistré un taux de réussite d'un peu plus de 27%. Pour débattre de ces sujets avec moi, nous avons sur ce plateau deux éminents confrères qui ne sont pas des moindres. Euh, Kanouté Boubacar. Monsieur Kanouté, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à notre émission. Merci pour l'invitation. Okay. Et également celui qui nous fait à chaque fois aussi l'honneur d'être là quand nous le sollicitons, Monsieur Sidi Kunta. Monsieur Kunta, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Diop. Merci pour l'invitation et bonsoir à tous les inconditionnels de l'émission. Merci. Donc, nous allons entrer dans le vif du sujet. Monsieur Kunta, vous avez la parole. Que pensez-vous de cette fin de délai de grâce accordé par la CEDEAO et qui s'est achevée le mardi 29 juillet dernier? Ok, merci pour la question. Bon, il a lieu d'abord de faire un petit rappel pour ceux qui ont déjà un peu oublié l'histoire. C'est important. D'abord, la tension ou bien la crise au sein même de la CEDEAO, je peux dire que ça a commencé avec les renversements des pouvoirs au Niger. Parce qu'il y avait déjà le Mali et le Burkina. Donc, quand le troisième larron s'est ajouté, donc directement, on a commencé à mettre en forme, parce que la CEDEAO aussi avait menacé de s'attaquer au Niger pour rétablir l'ordre constitutionnel. Donc, activer leurs forces en attente. Donc, les deux qui étaient dans la même situation aussi, on veut que, si cela arrivait, ça veut dire que le tour va venir vers eux aussi. C'est la raison pour laquelle ils ont anticipé. Et par la fin, on a mis en place l'AES. Et quand on a mis en place l'AES seulement, donc on a dit que nous quittons la CEDEAO et de façon immédiate. Même les textes disent qu'il faut au moins un délai d'une année. Oui, donc, c'était fait le 29 janvier 2024. Donc, il fallait attendre jusqu'au 29 janvier 2025. Donc, ce délai-là est épuisé. Mais malgré, la CEDEAO a décidé d'accorder encore une période de 6 mois pour voir si nous allons revenir. Mais pour nous, les pays de l'AES, ils ont dit que c'est irréversible, ils ne vont pas revenir. Et je crois que maintenant, la décision, tout le monde est clair là-dessus. On ne va plus revenir à la CEDEAO. Même tout récemment, notre président a repéré lors de sa visite en Russie. Il dit que la question de la CEDEAO, ça c'est déjà derrière eux. Maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de voir comment nous allons collaborer ensemble. Parce que nous sommes des pays voisins. Donc, il faut vraiment des collaborations. Comment cette collaboration va se faire? Je crois qu'il y a eu des rencontres aussi pour ça. Et en dehors de cela aussi, on se retrouve dans une autre organisation, certains pays de la CEDEAO, qui est l'IEMOA. Donc, il y a des pays de la CEDEAO et des pays de l'AES, même s'il commence à y avoir des tensions au sein de l'IEMOA aussi. Mais de toutes les façons, nous sommes obligés de collaborer ensemble. Voici un peu les récits de la chose. Mais quand même, la sortie quand même est définitive maintenant. Ok, donc c'est irréversible. Oui. Ok. Monsieur Kanouté, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est irréversible, comme M. Kunta a eu à le rappeler, et est-ce que cela peut conduire à une rupture, étant donné qu'on est aussi voisins? Déjà, il faut préciser que la crise entre la CEDEAO et l'AES a effectivement commencé à partir du coup d'État au Niger. Mais la crise entre la CEDEAO et les pays de l'AES n'a pas commencé à partir de là. Ça remonte déjà au premier coup d'État qui a eu lieu déjà au Mali, qui a été suivi par des sanctions que nous connaissons déjà. En 2022. Et il y a aussi le coup d'État au Burkina Faso, ça en est suivi, et ensuite le Niger. Et dans ces pays, il s'est trouvé que on a rompu avec l'ordre constitutionnel qui était normal, et les sanctions ont suivi après. Donc ça, c'est les principes en tout cas auxquels la CEDEAO en tout cas est exigeante. Et après, il y a eu beaucoup de tracasseries dans ces pays-là, à commencer par le Mali d'abord. Et la CEDEAO avait
beaucoup insisté, en tout cas, sur la tenue des élections, sur le retour à l'ordre constitutionnel. Et il se trouve que dans ces 3 pays-là, l'expression retour à l'ordre constitutionnel, la tenue des élections, n'est pas pour le moment à l'ordre du jour. Donc, des délais avaient été quand même donnés. Donc, voilà, en tout cas, l'origine en tout cas de la crise entre la CEDEAO et les pays membres de l'AES, même si la crise entre l'AES en tant que confédération et la CEDEAO a commencé effectivement à partir du coup d'État du Niger, mais en tout cas un précédent. Donc, c'est vrai, il y a eu un délai qui a été donné de 6 mois, un délai qui est arrivé à terme le mardi dernier. Et c'est qu'il faut tout simplement noter, il n'y a eu qu'une seule rencontre, en tout cas officielle, entre la CEDEAO et les pays membres en tout cas et l'AES. Et cette rencontre s'est même tenue à Bamako le mois de mai dernier, qui a réuni en tout cas les 3 pays de l'AES en bloc. C'était d'ailleurs une première victoire parce que la CEDEAO voulait rencontrer chaque pays, en tout cas c'est l'AES par pays, séparément. Donc les 3 pays ont exigé à ce que ce soit en tout cas une rencontre AES et disons CEDEAO AES, c'est ce qui s'est fait à Bamako ici, au mois de mai dernier. Bon, depuis lors, il n'y a pas eu encore en tout cas une autre rencontre officielle. Donc c'est difficile à cet instant de dire où en sommes-nous réellement, même si en tout cas, si on s'en tient en tout cas au délai accordé à la CEDEAO, par la CEDEAO aux pays membres de l'AES, on peut dire que ce délai est déjà arrivé à terme, mais les accords en tout cas, les négociations n'ont pas encore abouti en tout cas à des propositions concrètes. Donc on peut dire on ne sait pas parce qu'il n'y a pas jusqu'à l'heure où l'on parle, il n'y a pas une communication officielle venant de l'AES pour parler des modalités des retraits, parce qu'il faut parler de tout ça. Il y a beaucoup de modalités sur lesquelles il faudrait discuter et s'entendre. Et voilà, donc du côté aussi de la CEDEAO, on n'a pas encore appris en tout cas une communication officielle pour parler en tout cas des conditions de séparation entre l'AES et la CEDEAO. Monsieur Kunta, la rupture est-elle consommée? Bon, on peut dire que la rupture maintenant est consommée. Déjà à partir du 29 juillet, la rupture est consommée. Mais la collaboration doit être envisageable. Voilà, parce que nous sommes des pays voisins, même si que ce soit la CEDEAO ou pas, donc nous devons collaborer ensemble. Comment cela doit se faire, c'est là maintenant la question. Donc, il a lieu même de se mettre vite à table pour pouvoir négocier sur ces points-là. D'abord, la libre circulation des personnes et de leurs biens. Comment cela doit se faire entre les pays de l'AES et les pays de la CEDEAO. Comment cela doit se faire. Ça, c'est le premier point. Donc, un premier aspect sur lequel on doit voir. Et deuxième aspect, la lutte contre le terrorisme. Parce que l'AES lutte contre le terrorisme, les pays de la CEDEAO aussi commencent à lutter contre le terrorisme. Maintenant, comment unir nos forces pour pouvoir lutter? Parce qu'on a un ennemi commun. Donc là, comment lutter? Les frontières sont poreuses. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Donc il faut voir. Maintenant, le troisième aspect, ça sont les échanges commerciaux. Comment cela va se faire? Donc il faut vraiment, surtout nos pays, nous sommes des pays enclavés. Donc nous sommes des pays où très généralement l'exportation et l'importation, voilà, donc nous vivons de cela. Donc souvent on a nos produits ici qu'on doit amener vers l'extérieur et on cherche les produits de l'extérieur aussi pour venir vers chez nous. Comment cela doit se faire? Ça passe par des ports. Même si on parle de Togo souvent, on parle de Guinée souvent, mais tous ces pays quand même sont des pays de la CEDEAO. Donc il y a lieu de voir maintenant comment cela se fait. Est-ce qu'on va faire une collaboration bilatérale, pays-pays, ou bien est-ce que c'est une collaboration de façon globale qu'on va essayer de voir? Parce que tant qu'on ne fait pas ça, nous risquons de fragiliser l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'il y avait, avant la CEDEAO, c'était un peu comme ça. Il y avait la carte de séjour entre certains pays, mais avec la CEDEAO et autres là, donc toutes ces barrières-là, on les a supprimées. Donc, s'il n'y a pas de CEDEAO maintenant, comment il faut faire? Ce sont des choses encore à envisager. Par exemple, nous qui n'avons pas de frontières, on n'a pas d'accès à la mer. Donc, souvent, nos marchandises transitent. Voilà, nos marchandises transitent vers ces pays. Mais en contrepartie aussi, par exemple, les pays de la CEDEAO, nous sommes là entre la CEDEAO et l'Europe, l'espace aérien. S'il faut que nous fermons aussi notre espace aérien entre ces pays aussi, donc ça sera compliqué. Donc ça va fragiliser de plus en plus l'Afrique de l'Ouest. Donc ça, ce sont des choses qu'il ne faut pas envisager. Donc il y a lieu de se mettre à table
pour voir, discuter. Surtout les ministres des Affaires étrangères doivent prendre le devant, pour essayer de bien dresser les canevas nécessaires. Vous êtes du même avis? Il faut que l'échange puisse se faire parce que de toutes les façons, vous savez, c'est vrai, ce sont des pays, chacun est souverain, mais vous savez comment sont nos frontières et vous savez également qu'on ne peut pas faire déménager un pays. Est-ce que, vu sous cet angle-là, le dialogue doit prévaloir même en cas de séparation? Moi, je reste tout de même prudent et je ne m'inscris pas dans la même logique que mon confrère Sidi Kounta. Et je n'affirme pas et je ne confirme pas à l'heure actuelle que la rupture est déjà consommée. J'attends pour le moment la communication officielle. Mais donc, selon vous, il peut toujours avoir un espoir que l'AES réintègre la CEDEAO? J'attends la communication officielle pour connaître les modalités des retraits. Sans parler des modalités des retraits provenant de la CEDEAO et de l'AES. Pour le moment, je crois en tout cas en l'esprit du dialogue jusqu'à présent, qui a été déjà entamé par le président sénégalais et Bassirou Diomaye Faye, et qui a été suivi aussi par le nouveau président du Ghana, et qui est venu, qui a rendu visite en tout cas dans les 3 pays de l'AES et en Côte d'Ivoire aussi. Donc, mais ça, c'était surtout pour ses propres affaires? Non, pendant cette visite, il a plaidé en tout cas pour le retour en tout cas de ces 3 pays dans la famille CEDEAO. Donc, on ne sait pas où est-ce que ces différentes médiations menées par le Sénégal et le Ghana ont mené. Est-ce la raison du blocage, en tout cas du silence autour des négociations, et si les modalités des retraits, je ne sais pas, quand 2 parties veulent divorcer, elles se sont en tout cas consultées qu'une seule fois sur les modalités du divorce, et jusqu'à présent, on ne sait pas qu'est-ce que chacun, en tout cas, chaque entité s'attend. Donc, ça veut dire forcément qu'il y a, en tout cas, peut-être qu'on veut encore donner de l'espoir, en tout cas, c'est que ces pays de l'AES restent dans la CEDEAO. Moi, je pense que l'AES ne peut pas être... la sortie, en tout cas, des pays membres de l'AES et de la CEDEAO ne doit pas être un problème. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que je pense que l'AES devrait rester dans la CEDEAO et mener en tout cas les actions sur le terrain, en tout cas les actions en tout cas qui sont à l'origine en tout cas de la création de cette confédération-là. Et je pense que l'AES a beaucoup à gagner en restant dans la CEDEAO. Déjà que c'est une CEDEAO qu'on traite en tout cas de tous les noms. Et je pense qu'avec l'esprit que ces 3 pays partagent déjà, s'ils restent au sein de cette CEDEAO-là, il pourrait en tout cas aussi rallier à eux, en tout cas d'autres pays qui partagent aussi les mêmes valeurs que eux, et pourquoi pas changer en tout cas la vision et en tout cas la gestion de la CEDEAO, pourquoi pas aussi changer les textes de fonctionnement de la CEDEAO. Donc moi je pense sincèrement que la sortie de l'AES de la CEDEAO n'est pas une bonne affaire, en tout cas, en tout cas pour l'AES. L'AES a beaucoup à gagner restant dans la CEDEAO, et plutôt que de s'isoler, en tout cas, seulement avec ces 3 États. En tout cas, l'espoir est suscité par... J'aimerais un peu revenir sur... Ah, ok, en 2 minutes. Alors, 2 minutes, non, même 1 minute peut-être. Bon, j'ai dit que c'est déjà officiel. Pourquoi j'ai dit que c'est officiel là? Parce que déjà, depuis le jour où on a lancé notre retrait, il y avait un communiqué qui est là. On dit que nous sommes retirés de la CEDEAO et de façon immédiate. Même si les textes ne prévoyaient pas ça. Mais les textes disent qu'il faut un délai d'1 année. Le délai est écoulé. La CEDEAO a accordé 6 mois. Mais si les 6 mois sont épuisés, c'est automatique. Il n'y a plus de question de revenir. Et deuxième point maintenant, le président, c'est une institution à part. Donc le président, il dit que la CEDEAO, c'est derrière nous, c'est irréversible. Notre président a réussi. Donc cela veut dire que tout cela montre qu'on ne peut plus revenir. 3e chose que je vais ajouter, nos visions sont incompatibles de nos jours. Parce que quand on va revenir vers la CEDEAO, qu'est-ce qu'on va dire? Retour à l'ordre constitutionnel. Et nous ne sommes pas dans cette dynamique. Lui-même, il vient de le dire. Nous sommes partis pour 5 ans. Les élections ne sont pas des priorités chez nous. Donc, est-ce qu'il faut mettre tout ça en cause encore?
Donc voici des choses. S'il te plaît, et 30 secondes seulement. Okay. Pourquoi j'ai dit que je reste en tout cas prudent jusqu'à ce que les deux parties communiquent. Parce que jusqu'à la date d'aujourd'hui, les pays membres de l'AES, en tout cas les ressortissants, continuent de voyager dans l'espace CEDEAO. Et il n'y a pas de contraintes jusqu'à présent. Donc c'est pourquoi j'attends d'abord à ce que la CEDEAO communique sur les modalités de séparation pour savoir. Il y a eu quand même des déclarations qui vont dans le sens de restreindre un peu la libre circulation. Oui, mais lors de la rencontre à Bamako ici, il y a eu... c'est pas officiel. Vous vous souvenez de la Guinée? Non, pas de la Guinée. Oui, c'est ça, de la Guinée, le bétail malien qui a dû être rapatrié. Et je pense également avoir entendu une déclaration comme ça, je ne sais plus si c'est du Bénin. Attendons d'abord de communiquer, en tout cas, la communication de ces deux parties pour savoir ce que les ressortissants de l'AES, en tout cas, vont subir dans l'espace CEDEAO et ce que les populations de l'espace CEDEAO aussi vont subir dans l'espace AES. Déjà, du côté de l'AES, on a déjà envisagé que les ressortissants de la CEDEAO peuvent voyager sans visa dans l'espace CEDEAO. Dans l'espace AES. Attention, par réciprocité dépend de ce que la CEDEAO aussi va dire. La CEDEAO n'a pas répondu à cette proposition en tout cas de l'AES. Tout compte fait, nous allons en tout cas rester vigilants et nous allons suivre cette actualité et on verra qui va l'emporter. Est-ce que c'est M. Kanouté dans sa vision toujours optimiste? Non, je préfère que le peuple l'emporte. Sidi Kounta, qui aussi voit que vraiment la décision est irréversible, s'appuyant sur des décisions antérieures prises au niveau institutionnel. Pour aller rapidement sur notre deuxième sujet, il s'agit du baccalauréat 2025. Vous l'avez suivi et vous avez tous certainement appris le taux de réussite qui n'a pas grimpé comme on l'espérait, malgré les mesures qui étaient annoncées en grande pompe. On n'a pas vu encore ces mesures se concrétiser à travers le taux. Monsieur Kanouté, qu'est-ce que vous pensez de ce taux? Comment vous le voyez? Déjà, c'est un taux qui n'est pas trop loin, en tout cas, du taux de l'année passée. Et toutefois, quand même, on note que ce n'est pas un taux aussi qui est aussi assez honorable. Et ça fait interroger. Et d'abord, ça fait interroger d'abord le système éducatif malien et aussi la qualité même de ce système éducatif-là. Donc, il y a beaucoup d'aspects qu'il faut interroger. Et aussi un aspect très important aussi dans ces taux, je constate qu'il y a eu beaucoup d'admis dans les établissements privés que dans les établissements publics. Et même les 10 premiers en tout cas du baccalauréat sont majoritairement dans les privés. Donc, ça interroge sur l'efficacité, sur la qualité de l'enseignement, en tout cas public. Et une des raisons, en tout cas, je ne dirais pas de l'échec, mais en tout cas de la faiblesse du taux de réussite dans les écoles publiques s'explique un peu par le fait qu'il y a moins d'infrastructures avec beaucoup d'élèves dans les classes. Et quand vous vous retrouvez avec une classe qui comprend 100 élèves, 80 élèves, pour un seul enseignant, mais c'est pour enseigner quoi? Donc, ça sera difficile pour cet enseignant de partager en tout cas le savoir à tous les élèves de la classe. Donc, combien d'élèves parmi ces élèves de la classe pourront sérieusement, normalement suivre les cours et aussi être admis à l'examen? Donc, contrairement en tout cas aux écoles privées, où on trouve en tout cas beaucoup d'établissements privés, donc ce qui fait qu'on voit rarement en tout cas des effectifs de 80, de 100 élèves dans les établissements privés. Donc là, ça donne beaucoup de facilité à l'enseignant de bien encadrer ses élèves et le résultat en tout cas est assuré à la fin de l'année. D'accord. Monsieur Kounta, qu'est-ce que vous pensez? D'autant que
vous avez vu un peu, pour ne pas faire de comparaison, mais en tout cas dans la sous-région, on a vu des résultats assez encourageants au Bénin, où on a assisté à plus de 70%. Au Sénégal, il y a eu un bond, en Côte d'Ivoire également, mais comment ça se fait que au Mali, le taux est toujours relativement faible? Effectivement, le taux est faible. Moi-même, j'ai eu à le dire depuis l'apparition des résultats. J'ai dit que vraiment c'est un taux faible. Mais si nous regardons par rapport aux années précédentes, par exemple, on va dire qu'il y a une légère augmentation. Par exemple, en 2023, le taux était de 25%. 2024, c'est 27,42. 2025, c'est 27,48. Donc un peu plus. Donc, quand on regarde à ce niveau, on va dire qu'il y a une légère augmentation. Mais le taux reste toujours faible. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore la moitié. Parce que l'objectif, au moins, il faut qu'il y ait plus de la moitié même doivent réussir à leur examen. Puisque très généralement, quand on dispense les cours en classe, l'objectif de la leçon dispensée, au moins plus de la moitié des élèves doivent comprendre la leçon. Et si plus des élèves, la moitié, ont compris la leçon, donc ça veut dire que plus de la moitié doivent aussi réussir à l'examen. Mais si on voit que chaque fois le taux est faible, quand on dit 27% de réussite, ça veut dire que, autrement dit, on peut dire que c'est 73% d'échecs. Ça, c'est énorme. Et ces échecs-là, on doit se remettre vraiment en cause. Pourquoi tous ces échecs-là? C'est ça. Parce que tant qu'on ne fait pas le diagnostic nécessaire, on ne va pas trouver la solution. Donc, raison pour laquelle les acteurs de l'école malienne doivent vraiment se remettre en cause pour voir pourquoi il y a tant d'échecs à l'école malienne. Depuis des années, pourquoi il y a tant d'échecs? Parce qu'au moins, l'objectif, il faut atteindre les taux de 50% au moins. Pourquoi on n'arrive pas à atteindre les taux de 50%? Par exemple, bon, il vient de dire dans les privés, certains arrivent à dépasser les 50%. Il y a des écoles qui ont fait 80%, d'autres font 60%. 100%. Voilà, d'autres font 100% souvent. Mais pourquoi dans les publics, c'est toujours comme ça? Donc, raison pour laquelle vraiment il y a lieu de voir ça avant la rentrée même. Mais souvent, l'école est, je ne sais pas, est reléguée au second plan. Donc, sinon, il y a les stages généraux sur l'éducation. Mais après, on n'a rien vu encore. Donc, il faut vraiment revenir sur ça pour voir quels sont les mots de l'école malienne afin de trouver les solutions. Parce que ces taux d'échec-là, finalement, certains vont abandonner l'école, d'autres vont chercher à faire autre chose. Et dans les jours à venir là, c'est un autre problème encore. Ça veut dire que ça va devenir catastrophique au fil des années. Donc, c'est ce qu'il faut prévenir. Voilà. Donc, voici un peu ce qu'il faut faire. Donc, selon vous, il faut aller vers des réformes courageuses ou bien la mise en application déjà de ce qui a été convenu lors des États généraux. Voilà, il y a eu des États généraux, mais jusqu'à présent, on ne sait pas quel est le contenu. Qu'est-ce qu'on a mis, les recommandations. Donc, il faut vraiment revoir ça. Qu'est-ce qu'on a mis dans les États généraux. Mais même, il faut réformer l'école malienne même, surtout l'école publique. Parce que le problème, c'est quoi? Pourquoi l'école publique est reléguée au second plan? Tous les acteurs de l'école publique n'ont pas leurs enfants dans les écoles publiques. Quand on commence même par les enseignants, des enseignants des écoles publiques, tu vas trouver que leurs enfants sont dans les écoles privées. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils n'ont pas confiance au système. Les structures techniques, les CAP, l'académie, au ministère, c'est partout, c'est comme ça, jusqu'au sommet. Donc, tant qu'eux, ils n'ont pas leur intérêt dans les écoles publiques, là, ils ne vont pas faire face aux problèmes. Donc, raison pour laquelle il y a des pays même qui existent là. Il faut que, quand tu es dirigeant, il faut que ton enfant soit à l'école publique. Là, tu as un intérêt là-bas, là, tu peux suivre pas à pas comment ça doit se faire. Donc, et si cela est fait, ça peut être un début de changement. Sinon, à ce niveau-là, on va s'asseoir chaque fois, et chaque fois qu'on dit qu'il y a rencontre, très généralement, les acteurs sur le terrain, on ne les appelle pas. On appelle ceux qui sont dans les bureaux. Bon, si on laisse les enseignants, on appelle ceux qui sont dans les bureaux pour venir faire des états généraux et autres là. Mais on ne va pas trouver la solution. Merci beaucoup, M. Konta. En une minute, et pour clôturer. Non, ça va compliquer que les enseignants amènent leurs enfants dans les publics parce qu'ils savent ce qui se trouve dans les publics. Hein? Une classe de plusieurs élèves, mais comment les enfants peuvent être bien encadrés? Et ça, c'est une question. La deuxième question, même l'évaluation de cet effectif, ça pose problème.
des anciens ne se donnent pas assez de la peine, en tout cas, à bien corriger toutes les copies. Hein. Donc, ils voient seulement les premières copies, en tout cas à leur disposition, ils corrigent ça bien les autres, ils donnent ce qu'ils veulent. Donc, c'est compliqué avec l'effectif pléthorique et aussi sans infrastructure. Donc, il faudrait que l'État multiplie en tout cas les infrastructures en construisant beaucoup d'établissements publics et aussi en recrutant beaucoup d'enseignants, mais pas n'importe quel enseignant aussi, parce qu'il y a tous ces problèmes-là aussi. Il y a des enseignants qui sont très mal formés, il y a tout un problème. Et les états généraux de l'éducation qui sont tenus en 2024 et peuvent être en tout cas une solution à tous ces problèmes-là. Parce que j'ai lu quelques recommandations et je pense que c'est des recommandations qui sont pertinentes, qui peuvent beaucoup aider l'école malienne à aller de l'avant et surtout à sortir de ces difficultés-là qu'on connaît. Ok, merci beaucoup M. Kanouté. M. Kounta également, merci. Merci de nous avoir fait vraiment l'honneur d'être là. Cette émission est à présent terminée. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Nous étions, comme je l'ai rappelé tantôt, avec M. Boubacar Kanouté, journaliste, président de l'UGRM, qui a aussi sa soirée comment vous l'appelez? La nuit de l'UGRM. Voilà, la nuit de l'UGRM qui se tiendra le 8 pour un peu récompenser les reporters, c'est bien ça? Et les meilleurs patrons de presse. Et les meilleurs patrons de presse. Oui, donc, c'est ça. Voilà, l'appel est lancé en tout cas. Merci. Et M. Sidou Kounta, qui vraiment nous fait l'honneur d'être là souvent quand nous le sollicitons, et parfois c'est pas vraiment évident, mais il est là. Voilà, merci beaucoup et nous remercions également notre charmant public, nos charmants téléspectateurs, et nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine. Sur ce, restez connectés sur les programmes de votre chaîne Tema. Merci.